Tu sais, Loulou, parfois je regarde la TV et je me dis qu'on a quand même de la chance. Ah ouais, pourquoi? Bah, on vit pas la guerre, on vit pas les famines, on vit pas ce genre de choses, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais on vit quand même vachement l'étroitesse d'esprit de certains. Je vois bien de quoi tu veux parler, Ouais. donc on va peut-être profiter de cette émission pour passer des messages d'amour. Ah ouais, carrément. Je te propose que on parle de cinéma indien, ça sera de La Belle Amour. Ah ouais, Générique. générique. Salut à tous nos canopéens, salut à tous les canopéennes. Namasté, Salut Loulou, salut. Salut tout le monde, salut les copains. ça va? Ah oui, moi ça va. Ouais, je vois ça, un grand sourire et tout, Ouais, c'est ouais. très plaisant. Bah, merci à tout le monde de nous suivre encore. Hein. Ouais. Merci aux nouveaux de Exactement. nous découvrir. Pour nous découvrir, je pense que Lou, tu peux bien expliquer la chose. Ouais, exactement. Donc là, on est dans Canapop. C'est une émission où on aime parler de pop culture en étant confortablement installé. Une culture vivante qui prend plusieurs formes à travers le cinéma, le jeu vidéo, la BD, le manga, la littérature ou encore la musique. Exact. Bah, toute la pop culture en général, en fait. Voilà, Donc, c'est parfait. exactement. On peut remercier Tout le monde, hein, tout le monde. Tout le monde. Et on va remercier chaleureusement encore Ludovic qui est ça. notre petit Shahrukh Khan du moment. Ah ouais, carrément. Shahrukh Ah Khan. oui, c'est notre Shahrukh Khan. Ouais, C'est ouais. le beau gosse. C'est... Tu penses que si on le filme avec des ventilateurs un peu Ah oui, partout, oui, et- c'est sûr. Ah C'est sûr, ouais. ça passe parfaitement. C'est ça, tout à fait. C'est sûr. Donc c'est notre petit Shahrukh Khan pour ce podcast. Et puis bah, merci à l'association ZGen parce que grâce à elle, on est capable de pouvoir faire cette émission. Et puis bah, merci à vous, hein, canapéens et canapéennes, de nous suivre parce que sans vous, ce serait plus difficile de partager notre culture. Et on espère que vous y prenez autant de plaisir à l'écouter que nous, on y prend de plaisir à ouais. concevoir. Voilà. Complètement d'accord avec toi. Tu voulais faire un RIP et un anniversaire peut-être? Ouais. Enfin, moi, j'avais juste 2 rips. Ok. Christopherson, qui était un chanteur de country, mais aussi un acteur. Il avait joué dans des westerns. D'accord, ok. Il avait joué dans Billy the Kid et Pat Carrad. Ok. Un film, un western de Sam Peckinpah, mais il avait aussi joué des seconds rôles assez fameux dans la saga Blade. C'est lui qui jouait le mentor de Blade. Ah, c'est vieux lui. papy, là. Oh Voilà. non, mais je suis trop triste maintenant que tu viens me l'apprendre. Oh non. Bon. Sinon, malheureusement, il y en a un qui a fini par conclure. Oui, ouais, il a fini par conclure. C'est Michel Blanc. Ouais. Michel Blanc, c'est bien triste aussi d'avoir perdu cet acteur français. Et là, c'est vraiment totalement prématuré. Enfin, il y a... Enfin, je veux dire... on s'y attendait pas. Voilà, c'est tombé comme ça. Ouais, du jour au lendemain. C'est vraiment très triste. Donc, un gros rip à tous les deux. Ouais, reposez un peu, petite étoile. Oui, exactement. Mais maintenant, anniversaire, parce que anniversaire de quand même un réalisateur de monstres. On approche d'Halloween. Guillermo del Toro. Exactement. Qui est né le même jour que moi, les gars. Le 9 octobre. Tout à fait. Tout à fait. Donc, un joyeux anniversaire à tous les rouquins de la Terre. Et, exactement. Eh oui. Exactement. Et à tous les réalisateurs avec de longs bons points. Exactement. Voilà, c'est parfait. Non, mais à côté de ça, bon, il y a aussi Bernard Lavilliers, par exemple, chanteur, très bon chanteur français, qui a fêté son anniversaire le 7 octobre. Hein, mais on a eu aussi l'anniversaire de Monsieur Monk, qui est né aussi le genre de... Voilà. Et les meilleurs sont tous du mois d'octobre, hein, je tiens à le dire. Bah voilà, tout à fait. Mais, attends, qu'est-ce que je vois là en dessous la table ?
C'est tes chevilles qui grossissent. Ouais, c'est ça. Bah, il n'y a pas que les chevilles qui ont grossi, je peux te le dire. Bon, sinon, on va quand même revenir un peu à nos moutons. Je tiens à dire aussi qu'on va spoiler fortement. Ah oui, on va divulgacher, ouais, comme on dit dans la belle langue de Molière. Ça va faire mal. Si vous voulez pas être spoilé tout de suite, on va mettre un descriptif. Donc n'hésitez pas à regarder, à écouter tout ce dont on va parler. Et puis revenez si vous avez besoin de revenir sur ce podcast. Et n'hésitez surtout pas à commenter, liker et vous abonner si vous avez kiffé ce format, si vous kiffez ce qu'on fait, si vous nous kiffez nous, et bien sûr si vous kiffez Ludo. Voilà. Ouais, surtout si vous kiffez Ludo. Notre Shahrukh d'aujourd'hui. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, Ludovic, c'est Shahrukh, mais à plus forte raison, parce qu'on va parler de cinéma indien. Tout à fait. Donc la dernière fois, on a parlé de cinéma chinois, hongkongais. Là, on parle de cinéma indien. On va partout. Alors, on voyage. On dédie un peu cette émission à Merlin, Eric, Jordan, des gens qui aiment la diversité. Non, j'arrête mes blagues de merde. N'empêche que je pouvais pas m'empêcher, voilà. Hein. Ouais, je comprends. Ouais, donc aujourd'hui, le cinéma indien. Moi, j'avais envie de faire une petite touche par rapport au cinéma indien parce que on est souvent liés, nous, ici, dans le monde occidental, à se dire que le cinéma indien, c'est quand même des clichés très connus, tu vois. Oui, c'est vrai. Et j'espère qu'à travers le podcast qu'on va faire aujourd'hui, j'espère qu'on va arriver à casser un peu ces podcasts et vous expliquer peut-être certains détails. C'est cliché. On ne veut pas casser les podcasts. Ah oui, pardon. J'ai dit podcast. Oui. Okay, oui, non, on veut casser ces clichés. Effectivement, parce que c'est vrai que les clichés qu'on entend le plus souvent, c'est que c'est des films de série B ou de série Z. Donc pour ceux qui savent plus trop ce que ça veut dire, c'est des films à petit budget ou très petit budget. Oui, et ça c'est un peu c'est un modèle de production, on va dire, américain. Qui est très adapté à notre monde occidental. Ouais. Après, le cinéma indien, c'est totalement différent. C'est d'autant plus différent que il faut savoir que là-bas, il y a une industrie par région ou par dialecte. Ouais. Parce qu'il y a vraiment plein de dialectes différents en Inde. C'est ça, le hindi avec Bollywood. Voilà, et Bollywood, c'est le plus connu oui, c'est ça. Et d'ailleurs, à l'international. Ce qui est un peu dommage parce que ça fait qu'on ne connaît pas ou très peu les autres. Exactement, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et ça rappelle aussi que c'est un pays qui fonctionne sur un fonctionnement de caste. Donc, c'est-à-dire différentes classes sociales. Bollywood, c'est un peu la jet set, c'est un peu l'élite. Ouais, ça serait un peu comme Hollywood pour nous en Amérique. Ou même, on pourrait parler, tu vois, de la différence entre Paris et Rouen, par exemple. Oui, voilà, et les provinces, et les autres provinces de France, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu ce genre de différence, même si là, c'est des gros raccourcis Mario Kart. Oui, bien sûr. C'est pas du tout... c'est plus complexe que ça. Mais en Inde, effectivement, il y a une industrie par région, par dialecte. Donc, à côté de Bollywood, il y a Kollywood pour le tamoul, avec un K. Il y a Tollywood pour le telugu. Et il y a... et il y en a un certain nombre d'autres. Il y en a tellement que... il y a 27 langues, je crois, dans l'ensemble du pays, dans ce qu'on appelle le sous-continent indien. Et en 2017, je crois que le centre de certification, tu sais, au début de chaque film indien, il y a toujours une espèce d'image un peu étrange avec des signatures et tout. Ça, c'est le truc, c'est la feuille de certification qui dit que le film est bien de
de cette appellation, on va dire. Et le film est accepté comme film, quoi. Wow, incroyable. Il a été certifié, quoi. Et, incroyable. Et en 2017, alors j'ai trouvé ça sur Wikipédia, hein, donc l'information est peut-être un peu erronée, un peu elle a peut-être changé flinguée, depuis. mais il y avait 1967 films produits pour l'ensemble de l'année sur les 27 langues. Ok. 1900. Ouais. Ok. Ça fait un paquet. Et il faut savoir que Bollywood, Collywood, Tollywood, dont je parlais plus tôt, ont produit à eux seuls 962 films. Ah ouais. Ok, c'est des grosses machines de production. Parce que, à côté de ça, il y a quand même les États-Unis qui doivent être à 200, 500 films avec Hollywood par an. Ouais. Et là, c'est pareil, hein. On n'en parle jamais, mais aux États-Unis, il y a tout ce qui est fait à Hollywood. Il y a tout ce qui est fait en dehors de Hollywood. Ouais, bien sûr. Il y a pas du tout rattaché au... il y a les studios Disney, il y a tout ça aussi qui change, qui change tout. Donc, oui, bien sûr. Mais en fait, en comparaison, l'Inde, c'est quand même une source de protéines pour nous dans le cinéma, parce que au final, c'est chouette ça comme tu vois, on aime qualificatif, tu vois, on aime en prendre, quoi, tu vois, c'est de la prod pour signifier quand même qu'il y a de l'énergie, il y a de la force, il y a de dynamisme. Exactement, parce que du coup c'était aussi un cliché ça dans les films bollywoodiens. C'est les chorégraphies toujours, le chantant. Mais en fait, il faut savoir que ça a un impact réel dans les films. C'est pas juste pour faire de la décoration. Exactement. Et ça a une vraie raison d'exister culturelle, hein, parce que à la base, l'Inde était un territoire colonisé par les Britanniques. D'ailleurs, c'est rigolo, hein, parce que ils font le traitement du colonisateur de la même façon qu'a pu le faire le cinéma hongkongais. C'est-à-dire que là-bas, le colonisateur britannique est vu comme le nazi par chez nous, quoi. C'est fou. Faut pas les aimer, hein. Attention. Inversement des valeurs. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que souvent, on s'offusque par chez nous. C'est un peu raciste. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, complètement. Des fois, tu vas avoir des images qui sont tirées du film où tu vas avoir la vision occidentale qui va se dire en fait, là, ils sont juste en train de prôner du racisme, alors que pas du tout, c'est pas du tout l'attente. Et puis, c'est une vision que eux, ils ont particulière à eux parce que leur culture et leur histoire, en fait. Tout comme nous, avec les États-Unis qui nous ont bercé toute notre enfance avec les Russes, c'est les grands méchants, quoi. Faut faire attention à eux. Exactement. Et puis, les séquences de danse, elles étaient là parce qu'ils ne pouvaient pas dire des choses par les dialogues, donc ils le faisaient passer par la musique, par les chansons. C'est ça. C'était pour contourner la censure britannique. Voilà. Je trouve ça trop stylé en vrai. Ah non, mais c'est génial quand tu le sais, parce que exactement. Parce que nous, on prend vraiment ça comme une sorte de caprice, un truc un peu délirant qu'on a posé là, une sorte de grosse friandise qui n'a rien à faire dans le film, alors qu'en vrai, ça a complètement sa place. Exactement. Bon, là, on parlera pas de films où la danse a une place spécifique. On se réservera ça pour une autre émission. Bien sûr, genre un camp rock ou un truc comme ça, on parlera de ça plus tard. Ouais. Mais on a une petite problématique, une question qui va nous suivre tout au long du récit. Moi, j'avais réfléchi à pourquoi il faut que vous fonciez découvrir du cinéma indien. Ah oui, carrément. Ah oui, toi, tu emmènes tous nos canapéennes à les foncer. Écoute, je suis ton conseil parce que... La première, les deux pieds joints. Ah, vraiment, je plonge avec toi parce que moi, j'avais tous les clichés que j'ai parlé juste avant. Je les avais en tête avant de regarder les films avec toi. Et en apprentissage et en regardant les films, en fait, j'ai découvert quelque chose et un cinéma qui est tellement varié, qui est tellement beau, esthétique. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont données dedans. C'est très gourmand.
Vraiment, tout à l'heure, je disais c'est protéiné, ça bouge et tout. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Vous allez ressortir de là. Ouais, vous allez être ému dans tous les sens parce qu'il y a des émotions de toute possibilité. Le millefeuille d'émotions. Voilà, le millefeuille d'émotions qu'on parlait dans le cinéma chinois, et bah là on le retrouve aussi au cinéma indien. Et pour ça, j'espère qu'on va arriver à vous donner envie de regarder au moins un des 3 films dont on va vraiment parler là, qui sera peut-être votre porte d'entrée pour arriver dans le cinéma indien et aller chercher avec plus de curiosité ce cinéma. Parce que je regrette aujourd'hui beaucoup de me dire que les films indiens sortent que quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines au cinéma en France et que ce soit pas assez mis en valeur. Exactement, alors que leur succès est pas du tout confidentiel. Exactement. À l'instar d'un Godzilla Minus One, je veux dire, Godzilla Minus One est le dernier Miyazaki aux États-Unis, ça a complètement survolé le box-office de décembre 2023. Les films américains, ils étaient largement derrière. Et ça nous parle aussi de la place du soft power qu'il y a derrière ces films-là. C'est vraiment une façon de venir placer en fait sa culture, de venir l'apporter en fait aux autres populations, bien sûr, et d'influencer comme ça en fait les autres populations, les autres cultures, de la même façon que les Américains l'ont fait avec nous en Europe, en France. En particulier. Mais le premier film dont on va parler... c'est du coup un film que je pense qu'il peut être un peu polémique. Ça s'appelle Jawan. C'est un film que je pense être un peu polémique, mais moi, je n'y crois pas trop quand je le dis. Mais je peux voir où les gens vont avoir le point à dire là c'est quand même une apologie. Voilà. C'est une apologie, ou c'est comment on appelle ça, c'est du populisme. C'est une façon d'aller un peu titiller les bas instincts de certaines populations. Exactement. Mais donc le film raconte quoi finalement Justement, j'allais y venir, le synopsis. Donc c'est un film qui est sorti en 2023, donc c'est assez récent. Septembre 2023, pour être précis. C'est sorti au cinéma ici en septembre 2023. Et c'était sorti, je crois, 6 mois avant en Inde. En Inde, ça avait suivi un autre gros succès, Pathan, avec le même acteur principal. Ok, cool. Voilà. Eh bien, donc le synopsis, c'est un homme décidé à faire changer les choses dans son pays, parce que c'est un pays qui souffre de pas mal de problèmes, des problèmes qu'on peut retrouver un peu partout d'ailleurs, se transforme, enfin, je l'ai marqué comme ça, je l'ai marqué à ma sauce, mais se transforme en terroriste pour obtenir des aides nécessaires pour que les gens de son pays puissent vivre une meilleure qualité de vie. C'est ça. Et le héros, c'est en quelque sorte, c'est un peu Robin des Bois ou Arsène Lupin. J'allais y venir, justement. ou le personnage de Fantomas. Exactement. Mais tout à fait d'accord. à la sauce indienne, quoi. Ouais, à la sauce indienne, et puis avec des problématiques de maintenant. Parce que, moi, par exemple, Robin des Bois, je me dis que c'est des problématiques d'un autre temps, par exemple, tu vois. Ouais. Alors que là, avec ce film-là, je sens bien que ces problèmes qu'ils ont, eux, certains, par chez nous, par exemple, peuvent les avoir. Et donc, je me retransmets bien, tu vois. Et même si c'est un film indien, j'ai cette impression que la porte, elle est... Enfin, la frontière et la porte, tu vois, c'est une porte qui est vraiment déjà demi-ouverte et où, genre, j'ai plus qu'à la franchir et j'ai les mêmes problèmes des deux côtés et voilà. Et donc, le personnage principal... Je vois bien de quoi tu veux parler. Principal est très intéressant parce que, du coup, il va monter une équipe.
il va trouver un moyen de créer une équipe et de pouvoir réaliser tous ses projets. C'est ça. Et bon, juste pour préciser, parce que je faisais référence tout à l'heure à Robin des Bois, Arsène Lupin, peut-être même beaucoup plus Fantomas, c'est en fait ces espèces de personnages de anti-héros qui sont à la limite entre la légalité complètement. et l'illégalité. Comme Batman. Et ouais, aussi comme Batman. Et c'est des personnages qui sont en lutte contre la corruption, en fait, Enfin, c'est un personnage système, qui est en lutte contre la corruption du système. Exactement, je suis d'accord avec ça. Et effectivement, ça draine quand même des thématiques au-delà d'un habillage qui fait beaucoup ressortir le particularisme indien. Ça draine des thématiques qui sont vraiment très très universelles, hein, parce qu'on parle de la pauvreté, la famine, l'éloignement en fait d'un certain nombre d'infrastructures au sein de la société. J'allais y venir avec les hôpitaux et tout, carrément. Mais la petite particularité, c'est que en France, par exemple, on aurait tendance à traiter la chose, on va dire, avec misérabilisme, avec sérieux, alors que là, on est dans quel genre de film ? Déjà, c'est un gros film d'action. Voilà. Ça envoie du pâté quasiment tout le temps. Ça, c'est... Tu en prends les mirettes tout le temps. Vous connaissez Michael Bay ? Voilà. Super référence, merci, j'adore. Non, mais clairement, quand tu vois le film, c'est difficile de ne pas se dire que Michael Bay a été passer ses vacances en Inde et qu'on lui a dit... on a besoin d'aide pour une petite réalisation. Est-ce que tu voudrais pas nous faire des petits boum boum, tu vois ? C'est ça. Ouais, non, c'est vrai, je suis carrément d'accord. J'adore. J'ai beaucoup aimé cette façon de ramener ça, parce que donc tous les problèmes qui sont liés en fait sont ramenés à des scènes d'action très particulières, parce qu'il y a un moment, il y a une prise d'otage dans un train. Exactement. Avec possiblement, avec une idée de, il y a une bombe sur le porteur. Enfin voilà, c'est quand même dramatique, tu vois. Mm-hmm. Mais c'est pour ne pas faire de mal, mais pour avertir qu'il y a des gens haut placés qui font de la merde avec nos sous. On a besoin de donner de l'argent à nos agriculteurs parce que les agriculteurs galèrent. C'est ça, et qui a la logique. Il y a une véritable invisibilisation des souffrances des gens, en fait. Exactement, c'est ça. Lui, il veut faire remonter toutes ces problématiques aux yeux du grand peuple, on va dire, même si j'aime pas du tout ce terme. Non, de la politique, tout ça, quoi. Du peuple... de l'ensemble de la société. Ah oui, c'est vrai que oui, on peut le voir aussi comme ça. Moi, je le voyais surtout sur... je veux le claquer à la politique, parce que la politique fait comme si ça n'existait pas. Et là, il veut il veut vraiment dire, regardez, en fait... Alors que pour moi, il y a vraiment l'idée d'unifier, en fait... la population, et ça va de pair en fait avec le type de film que c'est. Exact. Parce que moi j'ai trouvé un terme sur internet, il parle de film masala. D'accord. Quand ils disent masala, c'est un mélange d'épices. Et ce qui est très intéressant, c'est que avant une certaine période, en Inde, les différentes industries dont je parlais tout à l'heure en introduction, elles avaient tendance à faire leurs films dans leur coin, avec leurs différents particularismes locaux. Donc, Bollywood, c'était beaucoup comédie romantique, drame romantique avec de la danse. D'accord, ok. Et par exemple, Devdas, avec Shah Rukh Khan, justement, ou Koche Koche Odae, dont j'avais parlé ici, tu te souviens ? Sur notre troisième podcast. Exactement, voilà. Et à côté, à Tollywood ou à Collywood, on était plus à faire du gros film d'action ou du drame social très réaliste. Ok, d'accord. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce film mélange tout, mais à la fois dans ses genres, comme dans les gens dans les gens qui ont travaillé sur le film. Ok, ça c'est trop intéressant ça aussi comme information, parce que faut vraiment bien se remettre dans le contexte.
on se retrouve vraiment dans un film d'action qui est pas... Enfin, qui, pour moi, me paraissait pas habituel dans le cinéma indien, tu vois. Ouais. Et là, on a des codes qui, même si tout vient d'Inde, tu vois, on a quand même des codes que je retrouve dans des Marvel ou des blockbusters américains, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que la mise en scène, l'habillage fait très film hollywoodien, américain. Exact, ouais. Gros blockbuster qui va tout emporter sur son passage. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de ce personnage de héros qui est un peu mystérieux, qui est un peu excentrique. On ne sait pas où est-ce qu'il veut vraiment en venir. Au début, on croit qu'il est vraiment là pour faire le mal. Ouais, et puis en fait, il révèle son plan. Et tu comprends que c'est un personnage finalement qui est là pour faire le bien, qui est là pour c'est un Robin des Bois. qui est là pour élever en fait, permettre à des gens de sortir de leurs conditions. Mais ça correspond à un type de personnage qui a été souvent développé dans pas mal de films indiens, notamment des films avec Amitabh Bachchan, c'est tu sais celui qui jouait le vieux demi-dieu dans Kalki. Ok, oui, ouais, je vois là. Lui, il a joué dans un film par exemple qui s'appelle Agnipath. D'accord. C'est grosso modo, c'est le sol. Et l'épreuve là des des braises. Voilà, des braises, tu dois marcher sur les braises pieds nus et tout. Et dans ce film-là, pour les fakirs, cet acteur, qui est un acteur très très connu en Inde, qui est une grosse superstar, il joue un personnage qui veut se venger. D'accord. Et en fait, son parcours ressemble au parcours des satyres qui marchent sur les braises et qui doivent faire une sorte d'épreuve, tu vois, initiatique, dans le genre. Tout à fait. Mais il y a aussi le côté homme individu en colère qui se saisit en fait du problème de la corruption, de l'injustice pour justement essayer de le résoudre et un héros caché quoi. Voilà. Et il y a aussi l'idée d'un personnage qui est très anti-héroïque en fait. Ouais, bien sûr, parce qui a une part d'ombre, qui est un peu psycho. Parce qu'il prend pas toujours. Enfin, la manière dont il va exécuter ses plans n'est pas forcément toujours la plus belle et la plus héroïque. Voilà. Exactement. Parce que c'est clair que quand tu prends en otage tout un train et que tu dis je vais faire sauter le train si vous ne nous donnez pas 200 millions je sais plus c'est quoi la monnaie indienne, mais on va dire de dollars, tu vois, par exemple, et que après le mec va redistribuer ces 200 millions à des agriculteurs qui avaient été volés et qui n'avaient pas été remboursés. Enfin, en fait, l'action est belle, mais alors la condition de le faire et de la manière dont c'est fait, c'est vraiment anti-héroïque. Et pourtant, ça reste un héros aux yeux de la population. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que tu parlais justement d'un côté polémique, parce que c'est pareil, il y a une autre séquence dans le film où il tire sur un politicien qui est en train de dire dans tous les hôpitaux du pays, il y a ce qu'il faut. On peut même me tirer dessus. Je suis sauvé dans l'or parce que j'ai pas de... parce qu'il y a vraiment ce qu'il faut en moyen dans tous les hôpitaux du pays. Les héros lui tirent dessus et il se retrouve dans un hôpital fauché où il n'y a rien, mais vraiment rien du tout. Et là, ils lui disent en fait, il faut que demain... et là, il y a vraiment une séquence totalement too much où... dans tous les hôpitaux du pays, tu as tous les moyens qui arrivent. Exactement. Donc c'est vrai que ça fait, comment on dit, tu vois, ça essaye de vendre du rêve à la population, ce qui est très très bien, mais ça a un côté... Mais la manière dont c'est fait, des fois, ça fait peur parce que pour des personnes qui sont... Enfin, moi, j'imagine ça comme ça, tu vois, mais des personnes qui sont un peu simplettes d'esprit, tu vois,
elle pourrait se dire, bah, ce que je viens de voir dans le film, ça peut être reproduit. Et donc ça peut faire peur au reste de la population qui réfléchit un peu plus. Et donc c'est pour ça que ça peut faire polémique par rapport au film, tu vois. Et souvent, tu vois, quand un homme politique, un artiste, une personnalité publique fait ce genre de discours, on a tendance à, j'ai plus le terme, mais à dire qu'il essaie de flatter les plus bas instincts, et il essaye vraiment d'être démago. Voilà. Merci Ludo. Merci Shahrukh Khan. Et voilà, effectivement, c'est être démago. Et moi, je trouve que, tu vois, le film, à plusieurs moments, on pourrait lui reprocher ça, parce que je sais, notamment des fois, dans nos pays occidentalisés, il y a cette... tu vois, cette peur-là, cette peur d'aller justement un tout petit peu trop du côté de ce que la société la plus populaire, la plus... pourrait être choquée ou pourrait se rebeller ou... Oui, voilà, plutôt pourrait se rebeller ou pourrait prendre le film en acte et dire on va faire pareil en fait. Et un peu à la ce qui est intéressant, c'est... Tu vois, le vieux film indien dont je parlais tout à l'heure, alors c'est un film de la fin des années 80, mais finalement, dès les années 70, il y a une tradition en Inde, de la même façon qu'il y avait une tradition similaire en Italie ou aux États-Unis, d'avoir on a parlé de vigilante movie, alors c'était pas vraiment des vigilante movies, des films de justiciers en Inde, mais il y avait, tu vois, cette tradition du film avec un héros qui vient et qui dit je vais régler tous les problèmes. Et souvent ça se terminait dans le sang, il y avait des morts, et on pense par chez nous à des films comme Un justicier dans la ville, il y en a eu un certain nombre en Italie aussi, et c'est beaucoup de films où on a tendance aujourd'hui à dire que ça, tu vois, ça c'est plus ou moins du côté de l'extrême droite. Et moi, je trouve ça intéressant et en même temps un peu dommage, parce que finalement, c'est oublié aussi que les gens qui allaient les voir, ils n'étaient pas teubés, tu vois. Bien sûr. Ils sortaient pas du film en se disant tiens, faisons un gun et on va faire ça. Heureusement. Hein. Mais là, le film, tu vois, emprunte ce chemin-là. Et ce qui est super satisfaisant, c'est que justement, ça fonctionne, tu vois. Carrément. Dans l'une de nos premières émissions, je parlais du setup and payoff, tu vois, la mise en place et le paiement. Le moment gratifiant de on vient de voir un crochet, on sait que le mec va se faire accrocher au crochet. Et voilà, c'est ça, le truc qui conclut une sorte de petit arc narratif qui a été créé, tu vois, spécialement pour ça. Et qui te donne une satisfaction. Et ce que j'aime beaucoup dans Jawan, c'est, on a dit le nom tout à l'heure ? Oui, on a déjà dit Jawan. D'accord. C'est qu'il y a une vraie, tu vois, il y a une vraie satisfaction sur ce truc-là. Oui, c'est vrai. Et moi, je pense que ça vient en grande partie de Shahrukh Khan, mais ça vient aussi du réalisateur, donc c'est Atley Kumar. Atley Kumar et Shahrukh Khan, parce que Atley Kumar, c'est... Atli. Oui, ou Atli. Non, mais depuis tout à l'heure, je tiens à souligner que tu n'as pas écorché les noms, donc je vais suivre ce que tu dis. Donc, félicitations, ça me va. Voilà. Non, mais où c'est Atley, tu vois. Je sais pas. Voilà, on est désolé pour ce monsieur, mais je sais que c'est un réalisateur qui avait fait auparavant, tu vois, des films qui étaient assez politisés, on va dire, qui prenaient beaucoup du contexte politique ou d'actualité pour nourrir le film. Et là, ça se retrouve beaucoup. Et en fait, il faut savoir que Shahrukh Khan, en plus d'être un acteur de cinéma très très connu là-bas, d'être vraiment une superstar, c'est d'ailleurs pour ça qu'il le compare à un roi. Oui, mais totalement. C'est super classe, tu vois. C'est pour ça qu'on considère Ludo comme Shahrukh Khan aujourd'hui.
Non, mais nous, par chez nous, on n'a pas ça. C'est un demi-dieu, quoi. Et le mec est un demi-dieu. Quand il a un film qui va sortir, ses fans dans la rue, ils aspergent ses photos, ses représentations de lait, tu vois, pour bénir en fait la sortie du film. Incroyable. Un moment absolument ouf, tu vois, à côté du film en lui-même. Et lui, c'est un acteur de confession musulmane dans un pays qui est majoritairement hindouiste. Et donc il se prend régulièrement une volée de bois vert par le pouvoir là-bas en place, qui est quand même un pouvoir d'extrême droite, qui est très inspiré par le fascisme européen. Ça déconne pas, tu vois. Mais ce qui est super fort venant de sa part, c'est que lui, il a un vrai parti pris démocrate. Oui, bien sûr. Il a un vrai parti pris de dire bon, maintenant, l'Inde, il faut qu'on arrête avec ces histoires de castes, de castes qui sont fermées, qui ne communiquent pas entre elles. Il faut que ça s'ouvre, il faut qu'on arrête de penser juste en termes d'ethnie, en termes de religion. Il faut rouvrir les frontières à l'intérieur de notre pays, quoi. Et il y a quand même un moment dans le film, un monologue, qui est récité par l'acteur, pour justement appeler à ça. Donc, moi, je trouve ça super intéressant parce que le film se balance quand même entre une radicalité, tu vois, dans les morts, même dans la façon d'être utilisé. Et puis, les paroles sont complètement à l'opposé et veulent dire beaucoup plus de choses que ce que des fois on voit juste au visuel du film, en fait. Et moi, je pense que c'est une bonne entrée pour certaines personnes de rentrer par ce film-là, pour commencer le cinéma indien, de se dire exactement. Ça me rappelle des choses. En plus, ça va peut-être faire écho à certaines problématiques que personnes peuvent rencontrer. Tu vois, les problématiques qui sont abordées par le film, c'est des problématiques qui ont vraiment existé. Il y a vraiment eu, il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement la date, une énorme grève des agriculteurs. Je crois que c'est la plus grande grève au monde. Et dans le film, il y a vraiment une séquence spécififiement dédiée au mal-être des agriculteurs. De la même façon que l'histoire avec l'hôpital, c'est pareil. Il y a eu un fait divers, des gamins qui sont morts dans un hôpital en Inde parce qu'il n'y avait pas... les bouteilles d'oxygène. Tu m'as raconté ça, je me rappelle. Alors, je ne sais pas si c'était les bouteilles d'oxygène, mais les gamins, tu vois, sont décédés. Et ça a choqué tout le monde là-bas parce que... Les gens se sont dit, bah non, c'est plus possible. Alors, c'est dû aussi au fait que maintenant, la classe moyenne en Inde s'est beaucoup développée. Et ce qui explique aussi le grand succès des films, parce que les gens peuvent aller voir des films. Mais tu vois, en même temps, il y a la volonté vraiment de faire les films qui vont évoquer aux spectateurs les choses concrètes de la vie de tous les jours. Et il y a aussi les histoires avec la pollution qui est apportée par des entreprises internationales. Et là, c'est rigolo parce que tu retrouves le truc de dépeindre en fait l'étranger. Et alors d'une façon... c'est vrai. C'est là où certaines personnes pourraient dire que c'est vu un peu dans le sens un peu raciste du terme, parce que quand tu dépeins l'étranger qui arrive... C'est outrancier, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le personnage se retrouve vraiment en mode je suis le gros colonisateur, je viens pour prendre vos terres, prendre vos femmes, prendre votre argent, et puis... je suis méchant, quoi. Et voilà, j'ai un style un peu à la Dark Vador. Hein. J'essaie justement d'éviter de dire le mot méchant, mais avec tous les arguments que je donnais, je pense que tout le monde l'avait dans la tête en mode quel enculé celui-là, je veux le défoncer. Tu vois. Pardon, j'ai dit un gros mot. Pardon, excusez-moi. Pas bien. Oh oui. Tu es méchant. Oui, mettez-moi une fessée, s'il vous plaît. Mais à côté de ça, il y a aussi une autre particularité parce que Shah Rukh Khan, c'est le héros masculin, tu vois. Le mec, c'est ça, exactement. À chaque fois qu'il entre, parce qu'il y a au moins. Allez, une vingtaine d'entrées dans le champ où le mec est au ralenti, la chemise ouverte, les cheveux dans le vent. Oui, enfin là, il n'y a plus trop de cheveux dans mes souvenirs. Hein. Oh si, il y a quand même des cheveux, surtout qu'on a
pas un Shah Rukh Khan, on en a 2. Mais oui, c'est ça, on en a 2 dans ce film. Il y a la version jeune et il y a la version vieille. Ouais. Mais il y a aussi tout un cast féminin. Ah, qui sont excellentes. Et c'est pas le cast féminin pour dire ça va être toutes des love interest du héros. Pas du tout. Non, pas du tout. Il y en a quasiment pas d'ailleurs de love interest à proprement parler. S'il y en a un tout petit interprété par Tipika je me Padukone, rappelle même pas, tu vois, qui est la superstar, qui est une beauté absolument incroyable. Les beautés indiennes, quoi. Ah, je veux être fouetté. Quoi? Non, mais à côté de ça, les fans dans le film ont un rôle majeur, quoi. Oui, exactement. C'est pas du tout. C'est la plupart du temps, c'est elles qui font tout. Parce que le moment où on parlait qu'elles ont tiré, c'est pas Shah Rukh Khan qui tire, c'est une femme. Exactement. Il y a une autre scène qu'on vous a pas dévoilée, mais cette scène-là, elle est juste magistrale. On vous la dévoilera pas pour que vous puissiez le regarder dans le film et que vous puissiez la découvrir. Mais la scène, c'est dur d'en parler. Alors, je vais pas en parler, je vais passer à autre chose. On parle pas, il n'y a pas de problème. Mais oui, les femmes prennent une place parce que fondamentale. Le héros, dont joué par Shah Rukh Khan, a une troupe, une équipe 100% féminine. 100% féminine. Qui vont toutes avoir leur scène où on va expliquer leur background et à chaque fois ça va insister sur le fait que non, c'est des femmes fortes en fait. On a une médecin, on a une spécialiste des armes, une spécialiste de l'ordinateur qui est capable de gérer toutes les caméras, de gérer tous les timings et tout. C'est le cerveau de la bande presque. C'est génial. Vraiment un truc hyper énorme. Et ce qui est super bien, c'est que ça ne se refuse à aucun moment. Tu vois les excès pour te le faire ressentir et te le mettre en scène. Parce que si Shah Rukh Khan est hyper iconisé, alors les femmes, elles sont... alors là, c'est... c'est des demi-déesses dedans. Lui, c'est un roi, mais elles sont des déesses c'est ça. Pures et dures, parce que c'est vrai que quand tu le dis, en fait, il montre très souvent un côté très fort et tout, mais grâce à des effets visuels qui sont utilisés à outrance. Et ce qu'on disait tout à l'heure dans l'idée que ça c'est un style du cinéma du cinéma indien. Donc l'idée même d'avoir toutes ces cheveux qui sont au vent grâce à des ventilateurs géants, des trucs comme ça, en fait ça apporte quelque chose en plus dans ce cinéma, parce que ça remet les visages en contexte, parce que quand les cheveux des femmes sont dégagés et que tu vois tout le visage de la femme, c'est des visions Vanity Fair, quoi. C'est ça, et ça permet aussi donc déjà d'apprécier tout le personnage en entier, mais ça permet aussi d'apprécier son expression faciale. Genre, elle joue bien. C'est c'est vraiment des très très grandes actrices. C'est pas Kristen Stewart qui te fait la peur en faisant tu vois, qui reste les yeux plissés, tu vois. Non, là c'est pas ça. T'as quelque chose de beau. Elle serait presque comme comment il s'appelle elle serait presque au même niveau que Leonardo DiCaprio, tu vois, je trouve, en termes d'acting visuel. Mais c'est vraiment des super grandes actrices. Et ce qui est génial, c'est que Shah Rukh Khan, dans sa carrière, a vraiment essayé constamment. Alors déjà, il a beaucoup côtoyé de grandes actrices. Il y a eu Kajol, par exemple. Mais il y a eu comme ça plusieurs... il a formé plusieurs duos avec différentes actrices qui étaient vraiment hyper fortes. Carrément. Et ce qui est bien, c'est que là, on retrouve la même complicité qu'il pouvait avoir avec Kajol ou Mathuri Dixit. C'est une autre actrice, elle joue dans Devdas, elle joue une concubine. D'accord. Et elle a un rôle, c'est incroyable, quoi. Et elle est bouleversante. Et elle a des yeux
Des yeux. Non, mais des yeux. On sent que là, il y a un peu de plaisir à regarder ces femmes actrices. On en tomberait vraiment amoureux, tu vois. Il y a un vrai truc hyper fort. Et ce qui est super bien, c'est que là, tu retrouves ces complicités-là et que c'est lié, en fait, à la multiplicité, en fait, des genres qui sont convoqués. Parce que Nayand Tara, l'actrice, je crois, Telugu, d'accord. Donc celle qui joue la flic, là. D'accord, ok. Ouais. Elle a très beaucoup de scènes de comédie. Oui. Et de comédie romantique. D'accord, ok. Et donc, tu vois, c'est hyper particulier. T'as de la grosse baston, des trucs hyper bourrins, puis c'est calé dans le film. Et elle te fait le petit clac qui te met une petite parenthèse et qui fait l'action vient de se passer, je viens de voir ça, et rebelote, il y a de l'action qui repart. Avec une petite fille aussi qui est absolument incroyable. Et là-dessus, bon, il y a aussi Deepika Padukone qui joue un autre personnage. Et ce qui est génial, c'est que ça parle aussi de la question de la réincarnation. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Puisqu'à un moment, un personnage féminin hyper fort va mourir, mais en fait, il va se réincarner dans une multitude de personnages féminins. Ouais, c'est vrai. Dans l'idée, on peut imaginer ça comme ça. Et alors, voilà, tout ça, ça fait un film qui... Ça émulsionne un peu tout le monde, quoi. Oui. Donc, on vous le conseille que... On conseille 100%. C'est une vraie porte d'entrée. Foncez. Franchement, foncez dessus. Vous ne doutez pas de votre plaisir. Allez-y, ça va vraiment vous plaire. Faut vraiment se laisser emporter par le truc. En plus, il y a des numéros musicaux, on n'en a pas parlé, mais il y a vraiment des moments... les numéros musicaux sont pas si nombreux que ça, finalement. Ils sont pas si nombreux que ça, mais moi, je sais qu'il y a la danse là, dans la cour de la prison. Il faut pas... Mais c'est pas grave, parce que c'est... Tu vois, c'est... Enfin, je veux dire... Oui, je suis d'accord, c'est vrai. C'est pour donner important, envie aux gens, c'est important. Parce que là, t'as plus de 100 danseurs qui dansent tous en rythme, qui ont tous le sourire, qui ont tous la pêche. Puis multitude de couleurs. Puis alors, quand tu vis ça dans une salle de cinéma où t'as une dizaine d'Indiens survoltés qui se lèvent et qui se mettent à danser, moi je l'ai vécu, c'était juste improbable. Chanceux va. Petit chanceux. Ouais. On passe au suivant ? Oui, suivant. Le deuxième film qu'on va vous proposer s'appelle Kalki 2898 AD. Et pour moi, ce film-là, c'est probablement la porte d'entrée la plus facile pour entrer dans le cinéma indien, parce que c'est un film, pour moi, un blockbuster très 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 classique à l'américaine. Genre, il y a quelques visuels qui sont vraiment indiens, tu vois, où vraiment tu vas te dire c'est indien de ouf. Mais t'as des références où tu te dis putain, là je suis en train de regarder du Star Wars, là je suis en train de regarder Hulk, là je suis en train de regarder je sais pas, plein d'autres films un peu américanisés, tu vois. Et j'ai encore dit putain, pardon. Fallait du coup. Ouais. Mais oui, franchement, moi je pense que c'est celui que je conseillerais en premier maintenant, après l'avoir vu. D'accord. Pour me dire, pour toute personne qui est très réticente sur le cinéma indien, je me dis, regarde celui-là, parce que celui-là, tu vas voir des trucs où tu vas te dire, ok, ça, je l'ai déjà vu dans d'autres films, et ça te raccrochera plus facilement parce que c'est presque, et je mets vraiment entre guillemets le presque, du fanservice. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en plus, bon, moi, je pense... c'est pas un défaut, hein, mais je pense que c'est par rapport à la folie du délire, c'est en deçà de Jawan pour moi. Oui, mais, complètement. C'est une façon aussi de dire aux gens, celui-là, regardez-le, ça va vous
ça va vous plaire, ça va vous en mettre plein la vue, plein la tête. Et effectivement, ça pourra vous faire des références à d'autres univers que vous connaissez. Ah oui, complètement. Et vous allez accrocher plus facilement. Ouais, complètement. C'est réalisé par Naj Ajwin. Bravo. Je me lance vraiment pas sur les noms des acteurs. Ça raconte alors une histoire qui prend place il y a plusieurs millénaires. Exactement. Et qui met en scène un combat entre dieux. Et ce combat se termine par un énorme carnage. Et finalement, l'un des dieux survivants est promis à une malédiction qui doit se terminer à partir du moment où celui qui a lancé la malédiction doit revenir, réincarné. Et il revient réincarné dans un futur qui est très loin du nôtre. Très loin d'une autre, semi-apocalyptique. Ah oui, c'est du post-apo. Hein. C'est dystopique aussi. Ouais, c'est vraiment genre, du Mad Max. Exactement, c'est du Mad Max. Il y a aussi du Star Wars un tout petit peu, tu le disais tout à l'heure. Voilà. Mais là, dans le futur, on va suivre un personnage de tueur à gages qui va être engagé justement pour aller récupérer une femme enceinte. Aller récupérer une femme enceinte qui s'est échappée. Et tout ça va donner lieu à plein de péripéties, des courses-poursuites, des grosses bastons entre énormes tas de muscles. Exactement, des Hulk. Oui, voilà. C'est Hulk rouge contre Hulk vert, tu vois, c'est vraiment... Tout à fait. Alors moi, le petit bémol que j'ai, c'est que la première heure est pas hyper... emballante. Ouais, j'ai trouvé que c'était long aussi. Ouais. Ça prend des détours très compliqués pour au final te raconter quelque chose qu'on a vu... des dizaines de fois. Des dizaines de fois ailleurs, et mieux raconté, parce que c'est vraiment le schéma à la Joseph Campbell. Hein. Oui, c'est le parcours du héros, mais là, pendant toute une heure, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas si on est dans des raccourcis Mario Kart ou... Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pendant une heure, on va avoir tous les protagonistes qui se promènent chacun de leur côté, et on se dit, mais à quel moment il va y avoir le lien qui va les enclencher tous ensemble ? Parce qu'on sent que ça va arriver, en fait. On le comprend, que chacun des personnages, grâce à la petite histoire du début, on l'entend, on sent, tu vois, qu'il va y avoir ce lien. Mais ça prend du temps, ça prend une heure. Ça dure 2 heures, quand même, comme film. C'est pas Ça dure presque 3 heures. Oui, 2h55. Ouais. J'allais dire, oh là. Oui, ça dure du temps, voilà, faut le dire. Mais c'est un film où il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. Il faut savoir aussi que pour le film indien, c'est le premier film indien qui va exploser le score pour être produit. C'est le premier film indien avec une très grosse production. Il vaut 72 millions à la production. Alors, pour préciser un peu ce que tu dis, il faut savoir que Jawan, l'année dernière, avait déjà battu ce record-là. Ah ouais. Et Devdas, film dont je parlais tout à l'heure, avec aussi Shah Rukh Khan, mais sorti en 2002, avait aussi battu ce record-là en 2002. Donc Kalki a à nouveau battu le record avec 72 millions. En fait, il faut imaginer... Moi, je trouve ça fou, tu vois, parce que Kalki de 1898 m'a donné plus d'émotions, plus de vibrations, même si je l'ai trouvé long, attention. Mais j'ai quand même beaucoup plus aimé ce film que Deadpool 3. Et attention, j'aime Deadpool 3, mais j'ai quand même préféré ça. Et Deadpool 3, c'est environ 120 millions de budget. Et Kalki fait 72 millions. À un moment, quand est-ce que vous allez nous faire quelque chose de bien, les Américains, s'il vous plaît? Non, parce que réduisez votre budget et faites-nous quelque chose qui vaut la peine. Parce que là, on a les Indiens, ils viennent de nous sortir un banger. On a les Japonais.
avec Godzilla Minus One. Et puis ils viennent de sortir un banger cette année. Ah mais oui. Et ils en avaient déjà sorti un l'année précédente. Ah oui. Et ce qui est génial, moi je trouve, c'est que, et pour répondre un peu à ta question, pourquoi ce film-là me provoque les effets que me provoque pas Deadpool, moi je pense que c'est dû en fait à parce que la première heure est hyper compliquée, ça se perd dans des tunnels de narratif, d'exposition d'univers. D'ailleurs, ça c'est un problème très très actuel, c'est que ils sont les créateurs d'univers, les créateurs de films, de science-fiction, d'action, d'heroic fantasy sont tellement tentés par je vais faire le nouveau Star Wars ou le nouveau Seigneur des Anneaux que des fois ils sont là à essayer de surexposer. Moi je pense à Zakouille, je veux dire Rebel Moon, c'est Dune / Star Wars / Flash Gordon, mais pendant 6 heures de film, le mec te raconte rien en fait. Et là, le pire, c'est les films longs. Oui. Et là, le souci avec Kalki, pour moi, c'est que la première heure me raconte pas grand-chose. Il y a une séquence de danse, et ça, c'est très dommage, qui sert à rien. Oui. Le personnage féminin disparaît, on ne sait pas ce qu'il devient. Exactement. Mais après, les 2 heures qui suivent, à partir du moment où le personnage de la femme là, qui est pourchassée s'échappe de sa prison et arrive à Shambhala, qui est joué par Deepika Padukone. Encore elle. Oui, non, mais c'est surtout que là, tu nous le sors, mais genre, sans regarder ta fiche, et vraiment, tu le connais par cœur, et tu arrives à le sortir sans problème. Bon, félicitations, hein, je t'assure, là, je t'admire, vraiment. Pas d'erreur. Hein. Mais à partir du moment où elle sort de sa prison, elle est... Enfin, voilà, le film prend une autre tournure. C'est beaucoup plus entraînant. Brabus, c'est dynamique, ça bouge. Et là, on a les effets spéciaux, on a tous les trucs de gros films d'action. Le fanfiction est un peu plus présent aussi, je trouve. Et puis c'est quand même cool de voir 2 mecs super musclés se taper dessus, quoi. Ah bah, ça nous avait manqué. Bah oui, non mais vraiment. Genre... Exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que à une certaine époque, c'était Jean-Claude Van Damme et ça coûtait 100 000. 100 000 $. Millions, tu vois, c'était pas. C'était pas grand chose. Ouais, c'était pas grand chose. Mais là, je veux dire, il y a 68 millions, je crois que tu disais tout 72. D'accord, 72. Et ça a rapporté environ 90 millions. Ah oui, non mais. C'est incroyable. Mais tu vois, le truc, c'est que ça contient à l'intérieur des choses qui sont, qui sont super entraînantes. Et Brabus, l'acteur principal qui jouait dans Bahubali. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir un autre univers, allez chercher un autre banger, et pour le coup, Bahubali, qui est d'un niveau en plus supérieur, et effectivement qui est sur Netflix en 2 versions. Il y a une version courte et une version longue. Il faut regarder la version longue, mais alors vous allez prendre un truc dans les dents. Bon, par contre, c'est 5 heures de film. Oui, mais c'est pas grave. Avec le 1 et le 2. C'est pas grave. Il faut quand même avertir nos canapés. Le regarder, c'est d'utilité publique, ça va vous faire du bien. Voilà. De l'utilité publique, quand même. Vraiment, ça va leur faire du bien aux gens. Ah oui, c'est vrai. Non, franchement, à chaque fois, il y a des émotions. Moi, je me dirais pas être capable de pleurer facilement devant les films, mais à chaque fois que je regarde un film indien, j'ai ma larme, j'ai mon émotion, j'ai mon plaisir coupable de voir 2 mecs qui s'affrontent. Où les cheveux volent dans le vent, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est hyper théâtral aussi complètement. Dans la mise en scène, dans le jeu. Il y a beaucoup de surjeu, mais c'est pour surimprimer l'impact que ça a. En fait. Des émotions, pour surimprimer des choses qui sont importantes dans le récit. Et tout à l'heure, j'étais parti comme un fou sur la beauté des actrices, mais si elle est aussi importante, c'est qu'elle a
en fait, elle a une place tellement importante dans la mise en scène, dans la façon dont c'est pensé. Comme je disais tout à l'heure, hein, les cheveux dans le vent, pouvoir voir le visage intégralement, ne pas cacher un visage, c'est quand même, ça change beaucoup de choses. Bah oui. Et puis voir toutes les intentions que l'actrice ou l'acteur, parce que ça marche aussi pour les acteurs, mais qui veulent nous montrer, ça change beaucoup de choses. Et moi, ça fait partie... Enfin, je pense qu'il y a une autre chose qui intervient là-dedans, et j'en ai pas parlé tout à l'heure au sujet de Shah Rukh Khan, mais ça tiendra aussi pour le troisième film qu'on va évoquer. C'est la place de la star, en fait, au sein de la construction de ces films. Dans Kalki, il y a Brabhas qui jouait dans Bahubali, et vraiment, Bahubali, allez le regarder. Oui, là c'est un conseil plus. RRR SS Rajamouli qui avait fait RRR, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et c'est énorme, hein, mais dans Kalki, il y a Amitabh Bachchan qui joue. Incroyable. Qui est fou, quoi. Enfin, qui est vraiment fou, quoi. Le monsieur a 80 balais. Il gère vraiment de ouf. Et puis il a une présence à l'écran. Une présence, une agilité. Calme, il a pas mal de choses. Il a un charisme, en fait. C'est ça, c'est le charisme complet. C'est ça. Le personnage est impressionnant. Après, il y a d'autres trucs qui sont impressionnants aussi. C'est le début, le générique. Le générique coupe complètement du style du film de base parce qu'on est sur un live action. Donc le live action, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire qu'on voit des personnes réelles, des acteurs réels. Et là, on va passer sur un animé, sur juste le tout premier passage. C'est incroyable. Ce passage-là aussi, il te place tout de suite... puis l'élément. En 2-3 minutes de temps, tout est dit, quoi. Mais complètement. Et puis, la violence de l'animation, parce que il y a des moments à l'intérieur où tu vois un enfant se faire massacrer, tu vois les nazis, tu vois les juifs se faire incinérer, tu vois pas mal de choses bien hardcore. C'est vraiment... Et en fait... Ça n'hésite pas à y aller, quoi. C'est ça. Il te montre que là, ce film-là, il va te montrer de la puissance. Il va te montrer quelque chose d'important et charismatique. Juste pour revenir en arrière, Jawan, c'est pareil. Hein. La violence graphique, elle est au rendez-vous. Hein. Bien sûr. Je veux dire, les amoureux du cinéma d'action des années 80-90... nous, quoi. Nous, les deux cancres du fond qui tripent sur des Morgors et des punchlines balancées à la volée. Je veux dire, dans Jawan, il y en a toutes les 2 minutes. Hein. Totalement. Et ce qui est génial dans Kalki, c'est que on a malgré ses défauts, on a vraiment des moments qui cristallisent en fait tout ce qu'on aime, en fait. Je suis d'accord. Et moi, j'avais oublié, avec les films qu'on a l'habitude de voir par chez nous, ce que ça faisait en fait de voir un film avec un demi-dieu, mais qui est traité comme un demi-dieu. Il n'est pas traité comme un enfant en grande section de maternelle ou un adolescent... qui a redoublé 50 fois son truc et qui se retrouve dans une classe de maternelle. C'est là, je veux dire, le personnage, c'est un demi-dieu. Donc, c'est un Hercule. Il a des problématiques de demi-dieu. Il a des envies de demi-dieu. Enfin, tu vois, c'est tout un truc. C'est pareil dans les autres productions. C'est pareil dans Bahubali. Bahubali. Je peux dire, Bahubali, le premier numéro musical du film, c'est littéralement un gars qui poursuit une nana sur une falaise parce qu'il est il est amoureux de cette nana. Et en fait, ce qui est génial, c'est que lui, dans le film, le personnage est un personnage qui vit en bas d'une cascade. Et il se dit, là-haut, il y a des dieux, en fait. C'est ça. Et il y a des dieux, je ne sais pas ce qui vit là-haut, mais c'est forcément des personnages divins. Et ce qui est trop fort, c'est que arrive un truc qui tombe en bas de la cascade, il le récupère, il se dit...
c'est Faut que je forcé, le ramène. ça appartient à une femme dont la beauté est sans paraître, Ouais. sans pareil, et en fait, il fantasme en fait C'est ça. la montée en poursuivant une nymphe, et enfin, c'est juste une image, tu vois, Ouais, c'est je veux dire, tous les très amoureux poétique. de Star Wars, tous les amoureux du Seigneur des Anneaux Mhm. ne peuvent qu'avoir envie de voir du Baoubali, de voir Ah, du Kalki, totalement, oui, carrément. et les amoureux de Stallone, les amoureux de Van Damme, Ouais, oui, ont pareil. envie de voir du Jawan, quoi. Mais totalement. Je suis carrément d'accord avec toi parce que je suis pareil, je suis un gros amoureux de Seigneur des Anneaux et j'espère qu'un jour on pourra en faire un podcast, un bon truc et Ça tout. viendra dans Oui, pas oui. longtemps, il y a un film d'animation qui va sortir. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Il va falloir en parler. Et donc, ouais, le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais c'est vrai que quand tu regardes du Baoubali, que tu regardes, bah, là, pour moi, Kalki, ça y vient aussi, tu vois. Mhm. C'est Oui, incroyable. oui, et puis comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, ça draine plus ou moins volontairement un fan service qui Exact. te ramène à Star Wars, C'est ça. et moi, je veux dire, même si c'est vrai, il y a des trucs qui peuvent sonner un peu toc. Oui, oui. Moi, dès que je vois des batailles au pistolet laser, Ah, ouais, ouais. je suis comme un gamin, quoi. J'ai envie de me remettre à jouer à Star Wars Battlefront. Exactement. Tellement. Tu vois, ça te ramène à tout ça. Tellement. Mais tout ça pour dire que on va passer Au troisième? au troisième. Ouais, bah complètement. Donc le troisième, c'est My Name is Khan. C'est ça. De Karan Johar. Sorti en 2010. Ah ouais, il a bien potassé, hein. C'est un truc de fou, moi je vous le dis. Ouais, donc le synopsis, c'est... On va suivre un personnage qui est autiste. Donc, enfin, alors autiste. Ça, on va pas le découvrir tout de suite parce qu'on va le découvrir très jeune. Il s'appelle Rizvan. Ouais. Donc on va le suivre dans toute sa vie, partant de sa jeunesse jusqu'à sa vie d'adulte et tout ça. Sa vie d'adulte, ouais. Et donc on va découvrir qu'il a donc un syndrome autistique d'Asperger. Mhm. On va donc le suivre, comme je disais, dans son enfance. Et quand il est dans son enfance, on va découvrir sa maman aussi et son frère. Et sa maman va lui inculquer quelque chose de super important, c'est que dans le monde, il faut diviser le monde en deux parties. Et la seule division qui est possible, c'est le bien et le mal, les bons gens et les mauvais gens. Oui. C'est tout ce qu'il faut retenir de ça, parce qu'ils vivent donc en Inde. Mhm. Et en Inde, comme tout à l'heure on l'expliquait, la majeure partie des gens sont hindouistes, mais il y a une partie musulmane. Et Khan, Rizvan, fait partie de la minorité musulmane. Ouais. Et donc, des gens il va se passer des choses. Et on va donc suivre Rizvan dans son aventure, qui va partir aux États-Unis plus tard, rejoindre son frère, qui est parti vivre aux États-Unis. Ouais. Et en arrivant là-bas, Rizvan va travailler pour son frère et puis va rencontrer une femme qui, elle, a un enfant. Ils vont se marier, sauf qu'elle, elle est hindouiste et lui est toujours musulman. Mhm. Sauf que pour eux, ça change rien. Mhm. Mais un jour, un attentat terroriste qu'on connaît tous parce que c'est le 11 septembre 2001, va venir bousculer l'harmonie. Exactement, va venir foutre en l'air un peu pas mal de choses et donc va commencer à suivre une péripétie. Et donc nous, on va avoir notre petit personnage Rizvan qui va commencer à entreprendre un nouveau périple pour reconquérir le cœur de sa femme suite à un tragique accident. Exactement, c'est très bien. C'est parfait. c'est parfait. Merci, c'est gentil. Très bien. J'ai eu un compliment, notez-le. Oh non, mais. Genre, je t'en fais jamais. Non, et alors, c'est interprété par Shah Rukh Khan. Exactement. Le beau, le magnifique. Ben oui.
Je savais pas que Ludo t'allais partout dans tous les films. C'est ça, mais cet homme est doué de... En fait, il a une petite fermeture éclair là derrière. Il la retire et en fait, on va découvrir... Shah Rukh Khan. Et après, il va en renlever une, on le verra en lapin blanc. Et on va le revoir, il va le renlever, il va être un pouce noir. C'est ça, tout à fait. Il a toutes ces différentes identités. C'est ça. Tel le chevalier noir. C'est ça, exactement. Et c'est interprété également par Kajol. Kajol, oui, la femme de Shah Rukh Khan, du coup. Alors, elle joue la femme du personnage de Rizwan. Ok. Mais c'est la femme d'un acteur... Ok. C'est intéressant parce que c'est la femme d'un acteur qui a fait beaucoup de films d'action en Inde, dont un certain Singham. D'accord. Je crois que je le prononce bien. C'est un peu le proto Jawan. Oh, ok. Oh, c'est cool ça. Et c'est rigolo parce que ce film-là, pendant très très longtemps, a été la source de moqueries sur Internet parce que il y avait... il y a une dizaine d'années, une émission très très connue, ça s'appelait What the Cut. Ah oui, je connais très bien What the Cut. Avec Antoine Daniel. Et Antoine Daniel avait fait un épisode où il expliquait qu'il était tombé justement sur un extrait de ce film. D'accord. Où le gars affronte des méchants, mais tu vois, c'est extrêmement exagéré. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est passé de... C'est extrêmement exagéré, c'est un peu nanar. À aujourd'hui, tu vois, un truc très... en fait, c'est trop cool, quoi. Et puis c'est très bien construit, hein, en fait, à chaque fois. C'est trop cool, même si, malheureusement, ça reste encore, tu vois, très limité chez nous. Oui, bien sûr. Les films ont du mal à sortir, et quand ils sortent, on peut les voir... Des fois, ils sont très mal traduits. Il ne faut même pas parler du doublage. Mais pour My Name is Khan... là, ce qui est intéressant, c'est que Shah Rukh Khan, Kajol, qui avait joué... C'est un duo qui fonctionne de ouf. Hein. Qui fonctionne de ouf. Ils avaient joué dans un certain nombre de films avant. Et là, c'était leur premier film après une longue période d'années où ils ont fait chacun leur truc de leur côté. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le film a quand même des prises de risques. Tu vois, Shah Rukh Khan... qui était habitué à jouer le héros pour Midinette, dans pas mal de films romantiques. Là, il se retrouve un peu en lady, à jouer un autiste Asperger. Exactement. Il est obligé de jouer un personnage de composition. D'ailleurs, le film peut faire penser à d'autres feel-good movies indiens, Three Idiots, un film avec Amir Khan. 3 idiots, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Amir Khan, il a fait aussi... Alors là, je vais pas me risquer à prononcer le titre du film, mais c'est un remake indien de Forrest Gump. D'accord, ok. Et ce qui est génial avec cet acteur-là, c'est que lui, c'est vraiment le gars qui essaye de jouer que des personnages de composition. C'est un peu le Tom Hanks de là-bas, tu vois. Je vois. Pour jouer encore plus le rapprochement avec des choses qu'on connaît beaucoup plus par chez nous. Et pourquoi je parle de Feel Good Movie? Parce que My Name is Khan, comme les autres films que j'ai cités là, c'est vraiment c'est un film qui te fait du bien, quoi. Ouais, complètement. Je suis tellement d'accord avec ça. Vraiment, genre... Pour moi, quand j'ai vu My Name is Khan, je me suis dit, mais on a un lien très proche avec le personnage principal, alors que je ne vis pas de handicap ou de trucs comme ça, tu vois. Et donc, j'aurais pu me dire que le personnage m'aurait un peu détaché, mais alors pas du tout. Je le suis complètement. Je comprends toutes les intentions qu'il a parce que la culture et l'histoire que sa maman lui donne, pour moi, elle est tellement symbolique et tellement belle. Et en fait, c'est une philosophie de vie de se dire, il n'y a que deux personnalités dans le monde, c'est les gens bons et les gens méchants. Tu vois, et je trouve que moi, ça m'a bien permis de rester connecté et de bien le suivre. En plus... Le personnage, enfin le film en lui-même va traiter quand même de pas mal de trucs parce que
après les attentats du 11 septembre dans le film, on va commencer à parler de l'islamophobie, du racisme, de l'intolérance. On parle déjà un petit peu d'intolérance au début parce que on voit le personnage vit une double exactement. est victime d'une double intolérance. Exactement, parce que lui, il est lui-même autiste, sauf que en Inde, ils l'ont pas détecté. Son frère le vit très mal parce que sa mère s'occupe plus de lui que de son petit frère. Et en fait, son frère va bouder son grand frère, du coup. Va bouder Rizwan. Rizwan. Et il va partir aux États-Unis, puis il donnera plus trop de nouvelles. Il cherchera même pas à avoir des nouvelles de son frère. À un moment, on voit la mère être en conversation téléphonique avec le petit frère, et lors de la conversation téléphonique, on comprend que le petit frère veut faire venir sa mère, mais il n'a pas prévu les billets pour Rizwan, tu vois. Et t'es là en mode, ok, mais même dans sa propre famille, en fait, parce qu'ils connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Il a vécu de la discrimination, mais lui, il le voit pas comme ça. Il voit pas cette discrimination forte de la part de son frère, parce que au moment où son frère va le plus mal, il va le prendre dans ses bras et il va lui dire t'es mon petit gars. Ouais. Et c'est tellement touchant parce qu'en fait, il reproduit exactement ce que sa maman faisait, parce que sa maman a toujours été une personne gentille. Et ce qui est super bien, et c'est là que le film a une très très grande force, c'est que finalement, à travers ce personnage d'autiste Asperger, le film essaye de faire comprendre que des fois, il faut vraiment aller au plus près des choses, au plus simple. Oui. Au plus... Faut pas chercher à se compliquer la vie. Ouais, voilà, faut vraiment penser les choses de façon hyper tu vois une simple, chose, c'est ça que tu vois en fait, c'est factuel. Ça représente ce que ça représente et point barre, tu vois. Et j'aime beaucoup parce que ça va faire écho en fait après sur la suite, tout ce qui se passe après, sur toute la suite du film. Et ce qui est génial, c'est que le film aussi est comme beaucoup de films indiens en fait, la première heure elle est en même temps totalement liée à la suite, et en même temps il y a une espèce de dissonance, tu vois, cognitive avec le reste. Parce que là, c'est vrai que la toute première, c'est un peu une comédie romantique à l'eau de rose. Il va totalement. Marry me. Marry me. Tu vois, je trouve ça incroyable, tu vois. On est dans un téléfilm Netflix. Ouais, c'est ça. Avec les sapins de Noël en moins, mais... Ouais, c'est ça. Mais pour la première heure, parce que passer ce cap-là, il y a quelque chose qui arrive, le drame arrive, et là, par contre, on prend tout de suite une nouvelle tournure, et donc, dans les indices qu'on avait laissés sur le dernier podcast, moi, j'avais laissé Hôpital. Hôpital, c'était pour parler justement de Jawan, et toi, tu avais dit I'm not a terrorist. Et I'm not a terrorist, c'est important parce que, justement, l'histoire de My Name is Khan, à la fin en tout cas, c'est Rizwan va devoir rencontrer le président des États-Unis pour lui dire My name is Khan, I'm not a terrorist. Tout à fait. Pour reconquérir le cœur de sa femme. C'est ça. Et pour faire passer un message. Et ce qui est super intéressant, c'est que on pourrait se dire que les gens qui fonctionnent comme ça, tu sais, sur des slogans, c'est un peu simpliste, c'est un peu bébête. Et ce qui est génial, en fait, c'est que le film arrive à te faire comprendre que, voilà, des fois, il faut pas plus. Et effectivement, dire My name is Khan, parce que le Khan en Inde veut souvent dire qu'on a affaire à un musulman, en fait. Exactement, c'est ça. Et rajouter derrière, il y a not a terrorist, et ben ça, tu vois, ça prouve beaucoup de choses, et surtout, en plus, ça a d'autant plus d'impact et de puissance parce que on a vu le drame qui s'est passé, et en fait,
découlé de ce drame, sa femme prend de l'espace, elle s'éloigne de lui et elle l'envoie chier et elle remet la faute sur le monde entier, notamment sur lui. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est surtout que le personnage, lui a fait une promesse. Il lui a dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour te reconquérir ?» Oui. Et elle a dit « T'as qu'à aller voir le président et lui dire que t'es pas un terroriste. » Et lui, il le prend au premier degré parce qu'il comprend pas Et parce qu'elle lui reproche en fait cette appartenance en fait, à une religion qui est stigmatisée par tout le monde. Exactement. Et ce qui est très bien en fait dans ce duo Shah Rukh Khan-Kajol, effectivement pendant toute la première heure on est vraiment dans un truc très très eau de rose, très eau de rose, mais qui fonctionne super bien parce que l'humour est à la bonne place, les acteurs jouent de façon outrancière, je pense notamment à Kajol. Ah oui, complètement. Elle a une relation avec celui qui joue son fils, elle le surjoue, tu vois, mais c'est hyper agréable parce que c'est même très drôle. On aurait envie, tu vois, d'avoir cette maman. Ouais. Enfin, tu vois, tout quelque chose, tu te dis, elle est hyper attachante. Et ce qui est super... Quand t'es plus vieux, tu te dis qu'elle est attachante. Et que... Quand tu... Non. Quand tu n'as pas le droit... Quand tu te dis à l'âge du petit que ta mère, elle te dit « Oui, mon chéri d'amour » devant tous tes potes d'école... Non, elle est pas attachante, elle est juste chiante là. Non, mais c'est surtout pour dire que, tu vois, enfin, je veux dire, tu t'accroches au personnage. Ah oui, totalement. Le film crée un lien entre le spectateur et les personnages, complètement, qui est hyper fort. Et derrière, quand le drame arrive, quand l'intolérance, le racisme, le fait de ne plus pouvoir se comprendre prend toute la place. Là, c'est super intéressant parce que chacun va représenter une façon différente en fait d'accepter, de recevoir en fait les informations. Et le personnage de Kajol, en fait, finalement, c'est une grande majorité de personnes, tu vois. Moi, j'étais exactement comme elle. Quand j'ai vu le film, j'avais la même idée qu'elle. Genre, le monde doit brûler. Ah ouais, non mais c'est ça. Mais tu vois, à travers ça, une nouvelle fois, on retrouve un personnage de femme forte. Exactement. Parce qu'elle va aller jusqu'au bout de sa démarche. Et le film ne te la juge jamais. Exactement. Jamais en train de dire c'est pas bien de surréagir, c'est pas bien d'en vouloir à tout le monde, c'est pas bien de poursuivre le truc. Elle est là, elle est dedans, tu vois. Elle a un rôle de... si on voulait la comparer à un autre personnage féminin très très fort de ces 15 dernières années, moi, ça me fait penser au personnage de Neytiri dans Avatar. Parce que finalement, tu vois, dans le deuxième Avatar, le personnage de Neytiri, il est moins présent, mais il est quand même là pour dire non, mais au bout d'un moment, il faut qu'on se bouge, tu vois. On peut pas laisser le monde s'écrouler, on peut pas laisser les choses partir à volo. Et le personnage, là, c'est un peu pareil, tu vois. Exact, je suis tout à fait d'accord. Il n'accepte pas la fatalité. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que comme on t'a créé cet attachement hyper fort durant la première heure, complètement, c'est ça. Qu'on a créé ce retournement de situation, là, t'es obligé de la suivre. T'as une émotion identique à elle, en fait. C'est clair. Parce que le personnage de Rizvan, lui, a tout l'opposé, en fait, comme on appelle ça lui, il est dans l'acceptation totale, en fait. Exactement. Lui, il a accepté ce qui vient de se passer. Il le vit tragiquement aussi, mais lui, c'est plus dans l'acceptation. Ok, c'est arrivé, on peut plus rien changer. Et on doit avancer. Et ça fait écho à l'autisme. Exactement. Je trouve d'une façon très intelligente parce que lui, il est autiste Asperger. C'est ça. Et il va aller complètement à contre-courant de tout ce qui vient de se passer devant lui, en fait. Et là-dessus, au fur et à mesure, il va embarquer
toutes les personnes tous les personnages qui sont autour de lui. C'est ça. Et là-dedans, on retrouve des choses qui nous parlent pas simplement de films indiens. Tu vois, moi, ça m'a fait penser à du Frank Capra. Frank Capra, c'est un réalisateur du Hollywood de l'âge d'or, tu vois, les années 40, années 30, années 40. Et Frank Capra, il avait fait un film très très connu qui s'appelle Monsieur Smith au Sénat. C'est un film dans lequel on suit un personnage naïf qui va se retrouver en fait embarqué par des gens qui voudraient un peu l'utiliser, qui le trouvent maniable, tu vois, maniable. Et parce qu'eux, ils ont des intentions, des objectifs hyper malveillants, tu vois. Et donc, ils le mettent comme sénateur. Donc, il se retrouve sénateur au Sénat américain, là, à Washington. Parce qu'il a été voté partout et que tout le monde l'aimait bien. Et effectivement, il est très très populaire, mais derrière lui, il y a des financiers, il y a des grands patrons qui veulent faire passer des choses, mais qui sont contre ses idéaux. Et ce qui est le lien qu'on peut faire entre ce film-là de 1939 et le My Name is Khan, c'est sur l'idée de la naïveté et sur l'idée d'un personnage qui va prendre de plein fouet en fait la réalité du monde, mais va réussir par son côté candide, par son côté ultra positif, ultra innocent, en fait, à transformer cette mauvaise énergie en quelque chose de beaucoup plus, tu vois, bienfaiteur, bienveillant. Et lui, il est dans les jambons. Voilà, et il va réussir à le transporter, tu vois. Totalement. Et moi, je recommande beaucoup aux gens de voir Monsieur Smith au Sénat, parce qu'il y a notamment une image très très forte que moi je trouve super intéressante, parce que le film te parle aussi du lien entre l'Américain moyen, tu vois, qui est loin des institutions, qui est loin des grands intérêts, et le lien que des gens comme ça vont faire avec les institutions, avec leurs symboles. Et malheureusement, tu vois, par exemple, nous en France, on a peu de films comme ça. Je me souviens d'un diptyque qui m'évoque un peu ça, parce que les personnages, un maître d'école, notamment, ça me parle de ça. J'en avais parlé au début de l'été. C'était La gloire de mon père et le château de ma mère. Et en fait, dans ce film-là, tu vois, tu avais le père de Marcel Pagnol qui joue un instituteur. Et il y a une relation avec un autre personnage du film, un personnage secondaire, qui est lui un catholique fervent. L'autre est un républicain convaincu. Et en fait, les deux vont passer le film à s'affronter parce qu'ils ont une vision différente des choses. Mais ça va passer à travers l'humour. Et en fait, en faisant passer ça à travers l'humour, de la même façon où My Name is Khan fait passer la question de la tolérance, de l'intolérance, du racisme, mais que M. Smith au Sénat faisait passer la question, tu vois, de la corruption des élites, des politiques. Ils le font passer à travers la comédie, au sens pur, ou la comédie dramatique. Et ça donne en fait une autre saveur aux choses. C'est comme ça que tu le fais accepter aux gens, en fait. C'est aussi pour ça que le cinéma indien me paraît, tu vois, hyper intéressant et hyper prenant, parce que quand tu le vois, c'est un film, c'est des films qui vont te parler, qui vont évoquer quelque chose. Ça te touche à l'intérieur, ça va prendre ton âme et ça la serre dans ses bras. Exactement. Et ça te dit, t'inquiète pas. C'est ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vois. Et moi, je trouve que c'est d'autant meilleur que là, on vit quand même depuis un an, tu vois, une situation, je veux dire, catastrophique, et même plus longtemps que ça, avec l'Ukraine, tu vois, c'est des choses qui sont hyper... mais le problème, c'est que si tu écoutes la voix dominante, on va te dire, bah oui, il y en a, ils se sont fait attaquer, donc ils réagissent, et puis après, ils ont le droit de réagir, et même si c'est dans l'excès, pas de problème. Mais en fait, le souci dans tout ça,
c'est que... Personne n'a décroché son cerveau 2 secondes et s'est raccroché en réfléchissant. Exactement, mais les gens qui peuvent réussir à décrocher leur cerveau, c'est les gens qui vont des fois regarder, tu vois, des films ou écouter de la musique ou lire des bouquins, parce que ça va les ouvrir aux choses et ça va leur faire prendre du recul. Et moi, je trouve que My Name is Khan le fait super bien, mais de la même façon qu'un film comme Outrage de Brian De Palma, sur la guerre du Vietnam, avec un escadron de soldats qui se retrouvent opposés en fait à la mort d'un de leurs membres, vont complètement déraper et vont partir dans une folie de violence. En fait, c'est pareil, tu vois, c'est un film qui est habité par l'héritage de Frank Capra, parce que le personnage du héros qui est joué par Michael J. Fox, Marty de Retour vers le futur, c'est un gamin, tu vois. Il est au Vietnam, lui il prend ça pour un jeu, et le jour où l'un de ses compagnons meurt sous ses yeux, il comprend déjà que c'est pas un jeu, que les choses sont hyper dures, hyper funestes. Et ce que j'adore là-dedans, c'est que finalement derrière, le personnage ne va pas arrêter en fait d'être innocent, ne va pas arrêter de se dire mais en fait c'est pas possible, je ne peux pas me résoudre à abandonner mon humanité parce qu'un de mes amis est mort. Et il va continuer à aller contre en fait la marche de la majorité. Il y a un plan dans ce film-là, Outrage, où tu as un personnage qui est... Le personnage est à côté d'une colonne de soldats, il est en train de parler, il est en train de se poser la question de mais merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a la tête haute. Et il est conscient, quoi. Et on a besoin de films comme ça. C'est les gens qui disent bah non, en fait, il faut aller regarder ailleurs. Mais on a aussi. Faut regarder du Deadpool. Non, mais tu vois, c'est vrai. Ces films-là te remettent les choses en place et c'est tellement agréable. Totalement. Ça fait tellement du bien. Ça soulage. Bah oui. Parce ça soulage, ça répare et quand t'as besoin, je pense, de faire ta pause d'atrocités que tu vois à la télé, que tu vois dans les réseaux sociaux, que tu vois dans tout ça, et ben regarder un My Name is Khan, ça permet de se dire bah voilà, je me sens un peu plus réconforté et je vois qu'il y a bien des problèmes parce que il s'en est passé. Il s'en passe aussi dans le film. Mais il s'en passera toujours, en fait. Mais en fait, si je suis bon et que je fais les choses bien, que je réfléchis et que je m'interroge sur ce qui se passe autour de moi, et ben, peut-être que le monde, il avancera. C'est ça, et que j'arrête pas, en fait, d'avoir cette colonne vertébrale qui me maintient. C'est ça. Tu vois, au-dessus de l'océan de merde dans lequel on évolue, parce que c'est littéralement ça, tu vois. Et le personnage de Shah Rukh Khan ou le personnage de James Stewart dans Monsieur Smith au Sénat ou le personnage de Michael J. Fox, c'est des personnages qui n'arrêtent pas d'espérer et de croire que c'est possible en fait de s'en sortir, c'est possible de retourner la table. C'est des héros du quotidien. Ouais, c'est ça. C'est pas des mecs qui vont affronter tout le monde, qui vont se battre contre la terre entière, mais qui finissent au bout du film par avoir réussi à obtenir en fait un peu de justice, un peu de... Et comme à la fin de Outrage, ils finissent par se dire bah, peut-être que finalement c'était comme un mauvais rêve. Maintenant il faut passer à autre chose. Faut passer à autre chose, il faut avancer. Ouais, bien sûr, carrément d'accord. Voilà, bon. Est-ce que tu as une recommandation ? Parler de tout ça, moi, pour rester sur le tempo des dernières choses qu'on a dit, moi je voudrais juste que les gens aient écouté la chanson du chanteur kabyle Idir. D'accord. Pourquoi cette pluie ? Okay. C'est une chanson qui dure 3 minutes peut-être, dans laquelle
le chanteur s'interroge sur le fait qu'il pleuve et il ne comprend pas pourquoi il pleut, donc il essaie de donner différentes définitions à la pluie. Et en fait, il finit par comprendre que c'était une façon de redonner à l'homme un peu de son humanité. Voilà. Okay. Trop cool. Trop cool. Moi, de mon côté, je vais parler d'un animé qui s'appelle Free Run. Donc, on va suivre l'histoire d'une elfe magicienne donc, qui s'appelle Free Run, qui, du coup, faisait partie d'un groupe d'aventuriers. Elle a vécu une dizaine d'années avec eux, et donc c'était des aventuriers pour tuer le grand méchant de l'histoire. Hein. C'était pour neutraliser le Seigneur Démon. Et en fait... ils arrivent à le neutraliser et tout ça se passe en une dizaine d'années, sauf que les elfes vivent des milliers et des milliers d'années et donc elle n'a pas la notion du temps identique, et donc quand ils ont terminé leur quête et que tout le groupe va se séparer, ils vont voir une constellation de pluie d'étoiles filantes qui va tomber, et c'est une pluie d'étoiles filantes qui se fait tous les 50 ans, et donc elle dit la prochaine fois qu'on se verra ce sera dans 50 ans. D'accord. Et donc elle part et ils se retrouvent 50 ans plus tard, sauf que 50 ans plus tard la plupart des personnages qui étaient avec elle ont vieilli. Ils vont voir cette nouvelle constellation et un des personnages de son groupe va mourir, sauf que elle ne se rend pas compte tout de suite à quel point elle avait des sentiments pour lui. Et elle vit dans un monde fantaisiste, hein, forcément, donc elle va avoir la possibilité de le retrouver dans un endroit qui serait un peu comme nous, le paradis ou des choses du genre. Et donc elle va reprendre un voyage pour aller le retrouver et lui dire tout ce qu'elle avait à lui dire. Et je trouve ça génial parce que déjà les personnages, le décor, tout est beau, tout donne des choses vraiment cool. D'accord. Ça a été fait par les studios Madhouse. Ok. Voilà, donc c'est un gros studio dans le studio d'animé. C'est plutôt bien fichu, quoi. Ouais, franchement, carrément. Et en fait, ce qui est vraiment cool avec cet anime aussi, c'est la compréhension du monde et de chaque être, tu vois, parce que elle vit des milliers d'années, sauf qu'elle se rendait pas compte de... par exemple, un humain qui vit à côté de moi, qui lui vit 10 ans avec moi, pour lui... c'est presque un gros bout de sa vie, tu vois. Alors que pour elle, c'est même pas 1/10 de sa life. Et donc, elle avait un certain côté glacial et très hautain, tu vois, en mode je m'en fous des 10 ans, tu vois. Alors qu'en fait, c'était les plus belles années de sa vie, tu vois. D'accord. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Okay. Donc, c'est un manga aussi. Et, c'est visionnable sur Netflix Alors, c'est visionnable sur toutes les plateformes de streaming, Crunchyroll. D'accord. Tout ce qui est sur les animés en tout cas. Parce que Netflix ne l'a pas encore, je crois. Peut-être que si, je sais plus. Mais voilà. Sinon, toutes les plateformes de stream d'animés. On peut d'ailleurs dire que... Enfin, moi, juste pour le côté un peu humoristique, je recommanderais aussi la chanson de Brassens. Okay. Quand les cons sont braves. Elle est géniale. Elle dure pas très longtemps. Okay. Mais voilà, c'est le chanteur à la moustache et à la guitare qui dit voilà, hein, quand les cons sont braves, ils emmerdent tout le monde. Ouais, voilà. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que des fois c'est bien de se foutre un petit coup pied aux fesses pour se réveiller. D'accord. Je suis d'accord. Hein, parce qu'il y en a qui nous emmerdent quand même vachement. Bref. Prochain indice. Non, je voulais juste te dire, tout ce qu'on a recommandé, vous le trouverez sur Internet. Il y a des films, Jawan, Kalki, que vous allez trouver... difficilement, mais vous pouvez trouver. Vous allez le trouver sur Internet, ouais, voilà. My Name is Khan, c'est dispo, je crois, sur Amazon Prime. Ok. Faut le payer, mais bon... C'est dispo. Oui, mais Amazon Prime. Après, Outrage, Monsieur Smith au Sénat, ça se trouve facilement. La série, pareil, tu nous l'as expliqué. On vous mettra les musiques en descriptif. N'oubliez pas, une nouvelle fois, de commenter, de liker. Et de partager. Et posez-nous des questions. Et de s'abonner.
hein, parce que si vous avez des questions, il faut les poser à vos proches. Et si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Comme dirait un fameux t'as osé humoriste. J'aime tellement Pierre-Emmanuel Barré. Attends, tu as osé. Voilà, le grand Pierre-Emmanuel Barré. Tu as osé, pas mal, bravo. Le petit indice pour la prochaine fois. Ouais, alors moi j'ai mis bûcheron. Ah ouais. Moi je suis un peu romantique, un peu poétique. Je vais dire Faust. Ok. Merci à tous, Canapé 1, Canapé N. Merci à toi, Loulou. Merci les copains. Et puis, en espérant que ça vous a plu. À bientôt. Oui, à bientôt. Et en image. Eh oui. Oh oui, c'est vrai. Tu le dis en image. Ouais, c'est vrai. Moi, je me rappelle que la 4K, c'était bien, en fait. Hein. Je passais pas trop gros à l'écran. Ouais, c'était pas mal. Allez, ciao. Allez, des bisous de nous. Bisous. Là, moi, je dois dire quand même que j'étais plus à l'aise pour celle-ci. Hein. C'était moins compliqué. Hein. J'étais moins... Il n'y avait pas la caméra, tu m'étonnes que tu étais plus à l'aise. La dernière fois, j'avais l'impression d'être... Donc là, c'est bon. Hein, j'ai pu faire l'émission dans les meilleures conditions. Ouais, je vois ça. J'ai pas été obligé d'aller me laver avant de le faire. Non mais c'était très marrant de te voir positionné comme un journaliste. Ouais, arrête comme un piqué. Merci pour tout ça, Loulou. Merci, salut. Ciao.